Une femme se penche vers une petite fille et lui murmure 3 phrases qui allaient traverser 4 décennies de mémoire collective. Ce film adapta un roman couronné par le prix Pulitzer, racontant l'existence d'une femme noire dans le sud rural américain et le confia à un réalisateur connu pour ses requins mécaniques et ses aventuriers au fouet. Le studio pensait qu'il avait perdu la raison. Les critiques aiguisaient déjà leurs plumes. Et pourtant, le film rapporta près de 142 millions de dollars pour un budget de 15 millions, décrochant 11 nominations aux Oscars. Resté jusqu'au numéro 7, car le réalisateur le plus puissant d'Hollywood a renoncé à près de 15 millions de dollars pour tourner ce film, et l'Académie ne l'a même pas nommé. Avant de continuer, un like et un abonnement seraient grandement appréciés, ça aide vraiment la chaîne. Direction le numéro 15. Numéro 15. Tout dans ce film évoque la Géorgie rurale, les fermes, les chemins de terre, les champs de fleurs violettes. Pourtant, rien de tout cela n'a été tourné en Géorgie. L'équipe avait initialement prévu de filmer dans la ville natale de l'autrice, mais 4 décennies de développement urbain avaient transformé ce lieu en ville moderne, méconnaissable par rapport à ce que l'histoire exigeait. La production partit alors chercher une Amérique rurale encore intacte et la trouva en Caroline du Nord, sur la propriété d'un fermier qui accepta d'ouvrir ses terres au tournage. Le réalisateur tomba sous le charme d'un champ devant la ferme, le jugeant magnifique, mais pas assez violet à son goût. L'équipe envisagea sérieusement de le teindre artificiellement. La nature finit par coopérer et leur épargna cet effort. Pour les scènes hivernales, impossible de compter sur une vraie neige en Caroline du Nord. L'équipe pulvérisa donc de la farine au sol pour simuler l'effet neigeux. Un budget farine pour l'un des drames les plus visuellement marquants de la décennie. Numéro 14. La plupart des acteurs attendent une audition. Celle qui décrocha le rôle principal envoya une lettre. Avant même que le projet ne voie le jour, elle entendit l'autrice du roman en lire des extraits à la radio, se gara sur le bord de la route et termina la lecture en rentrant chez elle. Elle sut immédiatement qu'elle devait faire partie de ce film. Le problème, c'est qu'elle n'avait aucune expérience cinématographique, seulement des spectacles comiques en solo. Elle écrivit directement à l'autrice, affirmant qu'elle jouerait n'importe quel rôle, même de la poussière sur le sol. L'autrice l'avait déjà repérée et avait déjà transmis son nom au réalisateur. Lorsqu'elle fut invitée à se produire devant lui, elle découvrit une salle remplie de légendes, de la musique et de l'autrice elle-même. Plutôt qu'un monologue dramatique, elle interpréta son numéro comique habituel. Le réalisateur lui confia plus tard qu'il avait su qu'elle tenait le rôle avant même qu'elle ait terminé sa première réplique. Numéro 13. Une future icône de la télévision priait littéralement à genoux pour obtenir un rôle dans ce film. Elle n'était même pas sur le radar d'Hollywood à cette époque. Le compositeur du film, en déplacement dans sa ville, alluma la télévision par hasard, la vit à l'écran sans savoir qui elle était et appela immédiatement le directeur de casting en affirmant avoir trouvé l'actrice parfaite pour le rôle de Sophia. Elle passa l'audition et l'obtint haut la main, entièrement improvisée. Puis silence radio pendant 3 mois. Elle appela elle-même pour prendre des nouvelles, une erreur qui lui valut une réponse cinglante, lui rappelant qu'elle n'était pas censée rappeler. Convaincue que son poids lui avait coûté le rôle, elle s'inscrivit dans une cure minceur. 2 semaines plus tard, l'équipe du réalisateur l'appela pour lui annoncer qu'elle avait le rôle. Elle quitta la cure si précipitamment qu'elle s'arrêta directement dans un fast-food sur le chemin du retour. Numéro 12. L'autrice du roman ne voulait initialement pas qu'Hollywood touche à son œuvre, ayant observé pendant des décennies comment l'industrie traitait les récits et les femmes noires. Elle accepta finalement de vendre les droits, mais posa des conditions strictes. Elle superviserait la production en tant que consultante et au moins la moitié de l'équipe technique devrait être composée de personnes noires, de femmes ou de personnes issues de pays du tiers-monde. Le studio accepta. Elle assista régulièrement au visionnage quotidien des rushs et fut d'abord horrifiée par ce qu'elle y vit, estimant que son histoire avait été édulcorée. Puis vint la première projection publique. Le public réagit avec une intensité si viscérale qu'elle changea complètement d'avis, tout en continuant d'affirmer qu'il s'agissait désormais d'une histoire différente de celle de son livre. Numéro 11.
Le réalisateur et le compositeur voulaient d'abord une chanteuse au sommet de sa gloire, en pleine renaissance personnelle et professionnelle après avoir quitté une relation toxique. Elle refusa le rôle, jugeant qu'il ressemblait trop à sa propre vie. Elle venait tout juste de vivre exactement ce que le personnage traversait à l'écran et n'avait aucune envie de le rejouer pour le divertissement du public. Elle préférait des rôles d'action, de guerrière. Elle refusa donc ce rôle pour incarner une reine post-apocalyptique dans un autre film, et sa chanson pour la bande originale remporta un Grammy. L'actrice qui hérita finalement du rôle reçut, elle, une nomination aux Oscars. Numéro 10. La scène la plus bouleversante émotionnellement du film se déroule dans un bar, lorsque le personnage principal chante directement à son ami dans la foule. Cette scène valut au film une nomination aux Oscars pour la meilleure chanson originale. Sauf que la voix que l'on entend n'appartient absolument pas à l'actrice à l'écran. Chaque note fut interprétée par une choriste professionnelle de New York, habituée des tournées de plusieurs légendes de la musique, engagée pour doubler intégralement les performances musicales du personnage. Le réalisateur avait pourtant essayé pendant des mois de convaincre de véritables chanteuses célèbres de prendre le rôle, toutes refusèrent. Le rôle échut finalement à une actrice qui ne pouvait pas chanter la partie, et une femme totalement différente l'interpréta en post-production sans jamais apparaître à l'écran. Son nom ne figure nulle part parmi les nommés aux Oscars. Pendant 40 ans, le public a applaudi la mauvaise personne. Numéro 9. Le film ne sortit pas dans le silence. Avant même sa sortie en salle, des groupes militants organisaient des piquets devant les cinémas, accusant l'œuvre de dépeindre les hommes noirs comme uniformément abusifs, sans nuance ni rédemption. Un journaliste consacra une émission entière à cette controverse, la comparant même à l'un des films les plus ouvertement racistes de l'histoire du cinéma. Des manifestants brandissaient des pancartes accusant des producteurs blancs de vouloir détruire l'image des hommes noirs, ironie suprême puisque l'autrice elle-même, une femme noire ayant puisé dans sa propre expérience, se tenait là pour défendre son travail. Elle répondit avec une question directe. Où étaient tous ces critiques quand elle cherchait un réalisateur noir pour porter son histoire à l'écran? L'actrice principale a depuis affirmé croire que ce boycott avait effrayé suffisamment de votants de l'Académie pour éviter toute association avec la controverse, ce qui signifierait que la protestation n'a pas seulement échoué à arrêter le film, elle lui aurait coûté chaque trophée qu'il méritait. Numéro 8. Lors de la cérémonie des Oscars de 1986, ce film et un autre grand drame de prestige arrivèrent chacun avec 11 nominations, sorties exactement le même jour. L'autre film remporta 7 statuettes, dont celle du meilleur film et du meilleur réalisateur. Celui qui nous intéresse ici n'en remporta aucune. 0. Un record égalé, celui du plus grand nombre de nominations sans la moindre victoire. Un record qui tient toujours aujourd'hui. Mais le plus troublant, c'est que le réalisateur lui-même ne fut même pas nommé dans sa catégorie, alors même que son film avait raflé 3 nominations d'interprétation et une nomination au meilleur film. Le syndicat des réalisateurs lui avait pourtant déjà décerné son propre prix, faisant de lui le premier réalisateur de l'histoire à le recevoir sans nomination aux Oscars la même année. Sur CNN, il déclara simplement espérer que certains faisaient une déclaration et qu'il les en remerciait. 3 semaines plus tard, l'Académie distribua les 11 nominations du film à d'autres œuvres. L'actrice principale perdit le prix de meilleure actrice et applaudit malgré tout sa concurrente avec une grâce remarquable. Numéro 7. Le cachet habituel du réalisateur en 1985 s'élevait à 15 millions de dollars. C'était l'homme derrière plusieurs des plus grands succès de l'histoire du cinéma. Pour ce film, il accepta le minimum syndical, une somme dérisoire par rapport à sa valeur réelle sur le marché. Il renonça ainsi à près de 15 millions de dollars, parce qu'il croyait sincèrement en ce projet et refusait que l'argent devienne une raison de le compromettre. Et pourtant, l'Académie ne le nomma pas comme meilleur réalisateur. La presse spécialisée s'interrogea publiquement sur les raisons de cette absence. Jalousie professionnelle, erreur de comptage des votes, ou influence de la controverse médiatique entourant le film. L'Académie resta silencieuse. Le syndicat des réalisateurs, lui remit son prix suprême.
Numéro 6. L'acteur incarnant l'antagoniste principal du film livra une performance si convaincante que sa propre grand-mère, âgée d'environ 92 ans, sortit de la projection furieuse contre lui personnellement, non contre le personnage. Elle estima clairement qu'il méritait une correction pour avoir osé se comporter ainsi, même fictivement. Une femme de cet âge, confondant la fiction avec la réalité de son petit-fils, voilà ce qu'on appelle une performance réussie. L'acteur lui-même qualifia cette expérience de transformative, reconnaissant que certaines scènes restaient difficiles à revoir encore aujourd'hui. Numéro 5. L'actrice interprétant Sophia arriva à la cérémonie des Oscars pour sa toute première nomination sans la moindre expérience de ce genre d'événement. Sa robe, en satin blanc à col perlé orné, n'avait jamais été essayée à l'avance. La veille de la cérémonie, on découvrit qu'elle était trop grande. Un tailleur l'a repris en urgence mais la rétrécit trop. Le col pesait à lui seul plusieurs kilos. Toute la soirée, elle dut discrètement tirer sur ce col pour pouvoir respirer normalement. Des décennies plus tard, elle a confié garder encore aujourd'hui une cicatrice permanente sur le cou, laissée par cette robe ce soir-là. Numéro 4. L'équipe tournait 6 jours sur 7. Lors de leur unique soirée de repos, l'ensemble du casting sortit faire la fête. Le lendemain matin, ils devaient tourner la scène centrale et la plus émotionnellement chargée du film, celle du dîner familial. Ils arrivèrent tous dans un état peu propice à un tournage sérieux. L'un des acteurs principaux, jouant le père du personnage principal masculin, arriva même sans ses prothèses dentaires oubliées à l'hôtel. Le réalisateur, visiblement perplexe face à cette situation, mit 3 jours entiers à boucler cette unique scène. Au 3e jour, le jambon posé sur la table avait tourné et plus personne n'osait le regarder. Ce que personne dans le public n'a jamais su, assise juste à côté de l'actrice jouant Sophia, incarnant l'un des enfants à table, se trouvait la fille biologique de l'actrice principale, âgée de 11 ans à l'époque. Le réalisateur interrompit même le tournage en pleine prise pour demander à l'actrice, qui n'avait jamais joué dans un film auparavant, d'exprimer spontanément ce qu'elle aurait ressenti dans cette situation. Le discours, qui en résulta, entièrement improvisé, est devenu l'une des répliques les plus citées du film. Numéro 3. L'image la plus emblématique de ce film reste ce champ de fleurs violettes baignées de lumière. Il a failli ne jamais exister sous cette forme. Le champ devant la ferme n'était pas naturellement assez violet au goût du réalisateur. L'équipe envisagea sérieusement de teindre artificiellement un champ entier en Caroline du Nord. La nature finit par coopérer avant que ce plan ne soit exécuté. Pour les scènes hivernales, l'équipe répandit de la farine sur le sol pour simuler la neige dans un endroit où il n'était pas garanti qu'il en tombe réellement. Le résultat parut si authentique que le public entier crut voir la Géorgie. Numéro 2. Durant l'été du tournage, en Caroline du Nord, le premier enfant du réalisateur vint au monde. Le jour précis où son bébé naquit, il se trouvait justement sur le plateau, prêt à tourner la scène d'ouverture du film, celle où la jeune héroïne accouche. Il fut brusquement rappelé et quitta le tournage, laissant son assistant réalisateur filmer la scène à sa place. Il rata donc la scène fictive d'un accouchement parce qu'il assistait à la naissance réelle de son propre enfant. Puis il fit quelque chose d'extraordinaire. Il enregistra les pleurs de son nouveau-né et les intégra directement à la bande sonore de cette même scène qu'il avait manquée, celle où l'enfant de l'héroïne lui est arrivé, puis immédiatement retiré. Personne dans les salles obscures de 1985 ne savait qu'ils entendirent la voix réelle du fils du réalisateur, niché au cœur de l'une des scènes les plus douloureuses du cinéma. Numéro 1. La jeune fille interprétant l'héroïne enfant au tout début du film n'avait jamais joué auparavant. Elle fut repérée lors d'un casting ouvert où le directeur de casting l'arrêta, lui demanda de se retourner et l'invita à revenir le soir même. Elle décrocha le rôle sur la base d'une seule audition improvisée, sans formation, sans expérience, portant pourtant toute la première heure émotionnelle du film sur ses épaules. Mais elle n'était pas la seule inconnue du plateau.
L'actrice interprétant sa sœur bien-aimée avait dû supplier le directeur de casting pour obtenir une lecture. D'abord refusée car jugée trop jeune, avant de lire le roman entier en une seule nuit et de décrocher le rôle. Ce que personne dans le public ne savait, cette actrice n'était pas seulement une comédienne. Elle était et reste encore aujourd'hui une véritable princesse ghanéenne, membre authentique de la famille royale du Ghana, jouant la sœur de cœur de l'héroïne sans que personne ne le sache. Et voilà 15 révélations sur un film qui a failli ne jamais exister, tourné par un réalisateur qui a failli ne pas être choisi, avec un casting qui a failli ne jamais se former, dans un état qui n'était même pas le bon. Quelle anecdote vous a le plus marqué ? Dites-le en commentaire, et si vous voulez plus de plongée dans les coulisses des films qui nous ont marqués, likez cette vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer de la prochaine. À très vite. Après